Masashi Kishimoto est un mangaka que j'adore, la preuve, je ne parle que de son manga, principalement sur ma chaîne. J'avais oublié que d'autres licences existaient, je me suis essayé à certains des jeux qui sont sortis récemment et je me suis rendu compte que les studios eux-mêmes ont oublié de finir leur jeu. À défaut que les studios finissent correctement leur jeu, je me suis rendu compte que Kishimoto avait eu du mal à finir également son manga. Plus on cherche, plus on se rend compte que Kishimoto a des problèmes de mémoire et a oublié la plupart des éléments dont je vais vous parler dans cette vidéo. Parlons un peu des clans. Pour que vous puissiez comprendre tout ce qui va suivre, je tiens à le préciser. Les clans ne sont pas des groupes rares, ce sont juste des grandes familles, c'est tout. C'est aussi basique que ça. C'est pour ça que vous en avez plein, tout simplement parce que ce sont juste des familles. Et étrangement, dans Naruto, il y a des clans, mais que dans Konoha. Je suis d'accord, introduire d'autres clans provenant d'autres villages aurait sans doute été compliqué à écrire, car cela aurait pu ajouter beaucoup de contenu à un manga déjà chargé. On va alors supposer que les autres villages ont également leur propre clan, mais vu qu'ils ne sont pas réellement essentiels à l'histoire principale, ils n'ont pas été réellement développés. Mais du coup, je ne comprends pas le principe de nous introduire à d'autres clans spécifiant qu'il y a des clans qui sont complètement abusés, et au final ne jamais explorer cette partie-là. Par exemple, je pense que Darui a probablement un clan, Kurotsushi et Onoki également. Le concept des clans est souvent teasé mais exploré en surface et surtout uniquement à Konoha. Il y a également le clan de Jugo qui est connu pour une chose principale au manga surtout, la malédiction du Seninka, mais que l'on sous-estime complètement. Si on regarde bien, le clan de Jugo est lié à énormément de personnages dans le manga et bien plus d'événements qu'on ne le pense. Vous souvenez-vous de clans venant du village de Suna? Vous souvenez-vous de clans venant du village de Kiri ou d'Iwa? Concernant les clans du village de Kiri, il y en a effectivement quelques-uns que j'ai trouvés parce qu'ils ne sont que très peu mentionnés dans le manga. Et du coup, selon moi, ces clans méritent d'être mentionnés, même s'ils ne sont pas du tout explorés en profondeur comme ceux de Konoha. L'un des plus connus est le clan Kaguya. Et oui, pour ceux qui ne le savent pas, le clan Kaguya est originaire du village de Kiri, dont Kimimaro est le dernier survivant. Et dans le manga, le pire, c'est que ce n'est même pas expliqué pourquoi Kimimaro est le dernier survivant du clan Kaguya. Ils ont provoqué leur perte eux-mêmes, mais bon, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Malgré son potentiel, ce clan n'a jamais été développé dans Naruto, surtout au-delà de l'histoire de l'arc avec Kimimaro. Ensuite, il y a le clan Hozuki, auquel appartient Suigetsu et son frère Mangetsu. Pour votre information, je pense que je vais vous apprendre quelque chose. Le fait que Suigetsu boive autant d'eau et surtout puisse se liquéfier, ce n'est pas dû aux expériences de Orochimaru, c'est la capacité héréditaire de son clan. Les membres de ce clan possèdent la capacité de liquéfier leur corps grâce à une technique héréditaire. Bien que cette capacité soit très puissante, notamment pour l'intangibilité, elle n'a été que très peu explorée dans le manga. Un autre clan à Kiri est le clan Yuki, dont Aku était l'un des derniers membres. Le Hyoton est une capacité héréditaire qui permet de manipuler la glace. Ce pouvoir a été brièvement exploré lors du début du manga. Mais après la mort d'Aku, il n'est plus jamais mentionné. En ce qui concerne les clans du village d'Iwa, ils sont encore moins mentionnés que les clans du village de Konoha. On peut supposer que Kurotsushi et son grand-père Onoki appartiennent à un clan, bien qu'aucun nom spécifique ne soit nommé. Les clans d'Iwa, comme ceux de Kiri, sont très peu exploités dans l'histoire de Naruto. Et c'est un vrai problème que j'ai toujours relevé et dont je vous ai toujours parlé. On ne voit jamais de grands clans venir d'autres villages que Konoha. Les clans étaient une partie très importante du manga Naruto et ils le sont encore, même à la fin. Les Uchiha et les Senju sont des clans extrêmement importants dans Naruto, mais il semble que seuls ces deux clans et quelques petits autres comptent réellement dans l'histoire. Et même pour les Senju, ça vous choque pas le fait que tout le monde puisse avoir accès aux cellules d'Hashirama aussi facilement? Puisque nous sommes toujours dans les clans, abordons le cas de Shisui. Attendez avant d'attraper ma veste. Je sais que Shisui est un personnage populaire, pour moi ça n'a aucun sens qu'il le soit.
Shisui est surcoté, mais écoutez ce que je vais vous dire et vous comprendrez pourquoi je dis ça. Je trouve ça surprenant que Shisui soit l'un des personnages favoris des fans. Surtout que nous savons très peu de choses sur lui. Même les romans sur Itachi ne nous apprennent pas tant de choses que ça. Shisui est littéralement un outil qui a été utilisé pour l'intrigue d'Itachi et après, plus rien. On le connaît principalement pour le Koto Amatsukami, considéré comme l'un des genjutsu les plus puissants de l'univers de Naruto. Et vous comprendrez pourquoi je vais parler de Shisui juste après, mais attendez. Un des exemples de cette puissance est lorsque Danzo l'utilise sur Mifune lors du conseil des 5 Kage pour manipuler le vote en sa faveur. Ce genjutsu est si redoutable qu'il ne nécessite même pas de contact visuel. Et là, je vais vous expliquer pourquoi Shisui est problématique et pourquoi en fait on nous a teasé quelque chose qui au final est tout l'inverse de ce qui nous a été teasé, surtout concernant ce personnage. La prétendue invincibilité du Koto Amatsukami est discutable. Mifune s'est libéré de son emprise simplement après que le Raikage lui en ait fait la remarque. Oui, c'est aussi simple que ça. Alors, je vous vois venir, vous allez me dire oui, mais c'est parce que c'est pas Shisui qui s'en sert, etc. On ne l'a jamais vu s'en servir et pourtant, même à travers le corbeau d'Itachi, on nous a vendu ce genjutsu comme le plus puissant qui existe. Ce jutsu n'est pas aussi imparable que le manga veut nous le faire croire. Beaucoup admirent Shisui pour ses apparitions dans les jeux Naruto Storm, mais si on se base uniquement sur l'histoire, ce personnage est littéralement surcoté. On nous a constamment parlé de la puissance de ses yeux, mais celle-ci n'est jamais vraiment démontrée à l'écran. En fin de compte, Shisui et ses capacités semblent être également ajoutées au panthéon des éléments teasés puis abandonnés. Là, je pense que d'office, on va parler d'un personnage que tout le monde a oublié. Yugao Uzuki. Je sais, ça ne vous dit absolument rien, et même moi je l'avais oublié. Vous vous rappelez que Yugao est censé avoir un arc vengeance par rapport à ce qui s'est passé dans Naruto. Je suis sûr que ça ne vous parle même pas. Yugao est la petite amie d'Ayate Gecko. Lorsqu'Ayate a été tué par Baki, Yugao a juré de le venger. Cependant, qu'est-il advenu de cette vengeance ? Elle a complètement été abandonnée comme le reste. Dans le manga, nous n'avons absolument rien à ce sujet. Cependant, dans l'anime, à travers des fillers bien sûr, Yugao réapparaît brièvement lors de l'arc de la 4e Grande Guerre Ninja. Elle est confrontée au retour d'Ayate ressuscité sous la forme d'Edo Tensei pour combattre l'Alliance Ninja. Et ce n'est vraiment pas dans le manga car j'ai cherché. La seule fois où l'on explore davantage le camp des ninjas médicaux, où elle est présente, est dans le chapitre 540. Mais on ne la voit pas. Chapitre qui correspond approximativement à l'épisode 307 de Naruto Shippuden. Mais comme c'est un filler, tout ce qui s'y déroule n'est potentiellement pas canon. Cette tentative ne rétablit en rien la promesse initiale de vengeance, ajoutant ce développement inabouti à la liste des éléments teasés puis abandonnés. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous abandonner concernant les jeux manga que nous avons aujourd'hui, car nous savons que la plupart d'entre eux sortent non finis. Games Planet répertorie un nombre incalculable de jeux que vous pourrez trouver à moindre prix, qu'ils soient bien ou non finis. Mais dans tous les cas, dites-vous que vous dépenserez moins d'argent, car même si vous achetez des jeux non finis, ça vous fera moins mal en passant par Games Planet. Soit vous pouvez passer par le lien en description, ou bien rajouter ces caractères à la fin de l'URL que vous aurez tapé manuellement. Ceci nous permettra également d'obtenir un petit pourcentage sur l'achat de votre jeu. Cet élément a été introduit puis complètement abandonné, et je sais que vous l'avez tous vu, on a tous eu nos fonds d'écran sur nos téléphones qui ressemblaient à ceci lorsque Naruto Shippuden a été annoncé. Les bagues de l'Akatsuki. Au début de Naruto Shippuden, lorsqu'on découvre davantage les membres de l'Akatsuki, les anneaux qu'ils portent semblent avoir une grande importance. Cependant, Kishimoto n'a jamais vraiment développé cet aspect et le concept est finalement oublié. Prenons par exemple Deidara. Lorsqu'il perd ses bras, il se préoccupe plus de récupérer son anneau que ses propres membres mutilés.
suggérant que les anneaux étaient plus que de simples accessoires et portaient un pouvoir ou une signification symbolique importante. Zetsu et Tobi passèrent un temps considérable à chercher la bague de Sasori car celle-ci était nécessaire pour que Tobi intègre l'organisation. Et en plus, dans certaines pages du manga, certains personnages sont carrément liés au symbole de leur bague, car lorsqu'on les montre, ils sont dessinés avec le symbole de leur bague, ce qui signifie que ces bagues sont bien plus que de simples objets. Ces anneaux étaient apparemment irremplaçables puisque lorsque Orochimaru a déserté l'organisation, il conserva sa bague dans son repère et à cause de ça, aucune recrue ne prit sa place. Cependant, après l'arc du sauvetage du Kazekage, les anneaux sont complètement oubliés. Ils deviennent de simples objets visuels portés par les membres de l'Akatsuki sans plus aucune signification particulière ou narrative. Vous vous souvenez d'une des promesses que Naruto a faites parmi tant d'autres et qu'il n'a jamais tenues? Naruto affirme qu'il apportera la paix au village de la pluie une fois qu'il deviendra Hokage. Cependant, nous ne voyons jamais cette promesse se réaliser. Déjà que nous ne voyons même pas Naruto devenir Hokage de base. Naruto répète souvent qu'il ne revient jamais sur ses paroles, il jure par-ci par-là car c'est son Indo. Mais j'ai une question suite à ce dialogue qu'il a eu avec Nagato. Pourquoi n'a-t-il jamais tenu sa promesse ? Après cette longue discussion avec Nagato, le village de la pluie est complètement rayé de l'histoire de Naruto. Vraiment, nous n'avons aucune idée de ce qu'est devenu ce village après la mort de Conan. Il aurait suffi que Naruto mentionne même brièvement « Ah tiens, j'ai apporté la paix au village de la pluie », histoire qu'on se dise « Ah, il n'a pas oublié cette promesse ». Et surtout afin qu'il montre qu'il peut tenir ses promesses, même les plus difficiles à accomplir. Mais non. Sa promesse du village de la pluie ajoute un élément de plus aux éléments teasés puis littéralement abandonnés. Vous vous souvenez sûrement de l'arc de la Grande Guerre Ninja. Vu la fin, je pense que tout le monde s'en souvient. Mais est-ce que vous vous souvenez qu'Hashirama était censé apprendre un jutsu à Sasuke? Là, je suis sûr que je vais apprendre ça à la plupart d'entre vous. Lorsqu'Hashirama était cloué au sol par les bâtons de Madara, Hashirama a dit « Jeune Uchiha, viens, je vais t'enseigner un sort. » Quel jutsu Hashirama a-t-il donné à Sasuke? Eh bien, personne ne le sait parce qu'il ne s'en est jamais servi. Sasuke saute vers Madara qui lui tourne le dos, mais Madara utilise son limbo, immobilise Sasuke sur place, puis le transperce avec sa propre épée. Tout ça c'est cool, mais Hashirama a donné un jutsu à Sasuke, quel qu'il soit. Mais non, Sasuke se rend là-bas et se contente de mourir. Si Kishimoto ne comptait pas explorer ce passage entre Sasuke et Hashirama, pourquoi l'avoir mis en place? Peut-être que ce n'était même pas un jutsu, peut-être que c'était juste une information sur comment battre Madara. Pourquoi avoir mis ça en place? Ça a juste servi à faire mourir Sasuke pour qu'il puisse rencontrer le Rikudo. Comme les personnages les plus importants du manga, personnages qui ne doivent pas mourir, qui ont été mis en place au début du manga, mais dont tout le monde se fout. Les seigneurs féodaux représentent les chefs politiques de chaque pays, supposément dotés d'une autorité supérieure à celle des Kage. Pourtant, leur rôle reste peu clair, surtout en termes de pouvoir militaire. Contrairement aux Kage qui contrôlent les armées ninja de leur village, les seigneurs féodaux ne semblent pas posséder de forces armées propres ni de capacités ninja. Leur influence se limite aux décisions politiques et ils n'interviennent que rarement, généralement lorsqu'il s'agit d'approuver ou de désapprouver un Kage. Ils sont davantage des figures symboliques que des acteurs politiques puissants. Leur absence de participation directe à l'action, notamment lors des moments critiques comme la guerre par exemple, nous laisse réellement nous questionner sur leur véritable rôle et leur pouvoir. Mais en soi, on ne le fait pas vu que le manga nous en a parlé brièvement et ne nous en parle plus, vu qu'ils ne font absolument rien. Alors qu'à la mort d'Hiruzen, on aurait dû les voir, vu que, oui, ce sont eux qui choisissent les Kage, pas le village qui vote. Donc le principe même du « un Kage est le ninja le plus fort du village » n'a aucun sens. Donc vous pouvez ajouter les seigneurs féodaux aux éléments teasés, puis abandonner. Mais à part les seigneurs féodaux, les ninjas, le monde ninja, tout ça dans Naruto, on connaît quoi à part ça ? Rien du tout car ça nous est montré, mais ce n'est absolument pas exploré.
Le développement du monde non shinobi dans Naruto est un élément qui a été mis en place, mais qui n'est plus du tout exploré, surtout après la première partie. Dans l'arc du Pays des Vagues, des éléments comme les routes commerciales, les gangs et les luttes de pouvoir étaient au cœur de l'intrigue. Cependant, dans Shippuden, l'intrigue se concentre presque exclusivement sur les ninjas et les villages cachés, laissant de côté les dimensions économiques et sociales plus larges. Même des arcs comme la recherche de Tsunade, qui montre brièvement des villes non shinobi, n'explore pas vraiment ces aspects. Dans Naruto Shippuden, la seule fois où nous voyons une ville non shinobi est lors de la recherche d'Itachi, mais c'est extrêmement bref. À partir de là, les missions de Naruto se concentrent principalement sur la lutte contre des menaces majeures comme l'Akatsuki. Mais surtout qu'on ne sait déjà rien du monde non shinobi, est-ce que vous avez déjà vu une carte complète de Naruto, ou du moins du monde de Naruto? La carte du monde reste totalement floue dans l'anime et le manga. Bien qu'une carte avec plusieurs nations et villages ait été introduite, la majorité des pays ne sont jamais explorés. Réfléchissez à ça. Le village de Taki a reçu un bijou de la part d'Hashirama. Il devait y avoir quelque chose d'important à propos de ce village. Non? Eh bien ça, on ne le saura jamais. Même les terres des Uzumaki sont ignorées. Le seul lieu hors du commun à recevoir un développement significatif est le village d'Ame, exploré lors de l'arc Pain, et même déjà teasé avec des équipes vues durant l'examen Chunin. La seule chose qui nous permet de voir à peu près l'étendue du monde de Naruto sont ces cartes. Une présente dans le manga et cette carte présente dans l'anime qui représente la disposition des villages ninja, et rien d'autre. Et si vous adorez Naruto, je peux vous permettre de profiter de Naruto et de YouTube en même temps en regardant cette vidéo qui, je pense, vous fera relativement plaisir.